Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Aujourd'hui, nous discutons sur les ovnis, la suite. Aujourd'hui, comme je vous disais, les ovnis. Quel sujet passionnant. La semaine passée, nous avons discuté avec M. Pinard qui nous a longuement documenté toute la recherche qu'il a faite depuis 50 ans. Et nous avons pensé bon continuer parce que je pense qu'il avait beaucoup de choses à nous dire et qu'il n'a pas eu le temps de nous dire. Alors, on va lui demander aujourd'hui, M. Pinard. Oui, M. Saudier, grand plaisir. Pouvez-vous nous expliquer votre théorie sur ce que c'est le phénomène OVNI? Il faut que je regarde beaucoup les livres de Jacques Vallée. Jacques Vallée, sur ce qui s'appelle le mimétisme. C'est là que ça commence à devenir pour moi intéressant. Le phénomène OVNI n'est pas quelque chose de facile à comprendre. C'est socialement très difficile à comprendre aussi. Parce que, premièrement, l'être humain cherche à être sauvé. Donc, nous avons remplacé Dieu par des ovnis. D'ailleurs, il y a eu des organisations, on ne dira pas lesquelles, qui se sont organisées en fonction de certains individus, n'est-ce pas, qui avaient mangé avec Jésus-Christ, Bouddha et tout ce que vous voulez. Et donc, c'est un phénomène social très important. C'est un phénomène aussi dangereux parce que c'est un phénomène sectaire. Il y a des gens qui se sont suicidés avec le phénomène OVNI. Il y a eu des sectes. Alors, c'est un phénomène qui est extrêmement complexe. Pour l'étudier, ça prend des auteurs qui sont très intéressants. Et je pense à Jacques Vallée dans le mimétisme. Il y a des choses qui viennent m'intriguer, qui viennent me chercher, moi, chez un individu qui s'intéresse à la métaphysique et à la parapsychologie. C'est peut-être la vague de 1956 en Belgique. Et le mimétisme. Le mimétisme, en fait, c'est dans les rencontres de troisième type, on voit des créatures. Et une des créatures qu'on a vues énormément au cours de 1956, c'était le bonhomme Michelin. Et c'était aussi le début, il y avait beaucoup de publicité à ce moment-là, à la télévision et aussi au cinéma, de Michelin. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on voit sortir de la fameuse soucoupe volante quelque chose qui ressemble à une morphologie, je ne dirais pas identique, là. Mais si vous écrivez sur l'Internet, vague de 1956, en Belgique, bonhomme Michelin, vous allez voir des croquis des gens qui ont été témoins de rencontres de troisième type et puis vont dessiner le bonhomme Michelin. Alors, ça me fait penser que peut-être l'être humain peut créer ce genre de phénomène-là et que ça peut relever de sa propre psyché. Et c'est là que ça devient intéressant, n'est-ce pas? Il est possible que ça relève des phénomènes paranormaux, beaucoup plus que des phénomènes qui viennent d'ailleurs. Maintenant, je sais ici qu'il y a deux écoles de pensée et que l'école de pensée, elle s'est transformée au cours des années. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI, on disait que j'étais un personnage étrange parce que c'était impossible qu'il y ait de la vie ailleurs. Donc, on est à la fin des années 50, au début des années 60. Il y a très peu d'émissions à l'époque qui vont parler du phénomène OVNI. Et je pense qu'une des personnes qui en parle, qui était le premier, ça a été Serge Belair, et ça s'appelait Professeur Moustique, et qui expliquait des premiers cas de ce phénomène. Et on parlait du fameux Georges Adamski, avec des soucoupes volantes, etc. Et finalement, qui avait photographié rien d'autre que le bout d'un fanal. Et je pense qu'il l'avait tenu dans le ciel avec peut-être des cordes, mais ça a fait vendre énormément de livres. Mais ça a fait vendre n'importe quoi. Donc, les ovnis, je dirais que c'est devenu maintenant un sujet délicat parce que c'est devenu presque une religion.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment là, 3 écoles de pensée. Il y a la première école de pensée qui est sceptique, c'est que ça n'existe pas, point final, c'est tout. C'est une école de pensée auquel on ne peut plus adhérer pour la simple raison que maintenant, les colonels de l'armée ont parlé. Ils disent, nous, on est en avion, des ovnis, on en a vu, des ovnis, on en a photographié, et voici des images très claires. Et maintenant, voici les documents, ils sont à votre disposition. Donc, c'est des documents qu'on commence à mettre graduellement dans les mains du public. Il y a de moins en moins de censure, malgré qu'il y en a encore beaucoup. Et il y a de plus en plus d'ouverture. La grande différence qui s'est faite au cours des années 2000 et à la fin, au tout début des années 2010, c'est que maintenant, ces colonels ont commencé à parler. Et je me rappelle de cette émission Sighting, où des gens d'armée commençaient à parler, où on commençait à mettre la main sur des documents de l'armée, ou filmer, où on voyait des ovnis se déplacer d'une manière étrange, à des vitesses, bien des virages qui défient l'entendement de la loi de la gravité ou de la technologie telle que nous, on la connaît. Donc, je reviens au mimétisme de Jacques Vallée. Il y a des cas d'ovnis qui sont extrêmement étranges, comme par exemple un ovni qui va prendre un peu la forme d'une voiture et qui va aller se stationner. Et finalement, il y a des gens qui regardent comme un étrange appareil, puis ça se décolle, puis ça s'envole. Il y a des gens dans une cour de récréation qui finalement envoient la main à des petits bonhommes. On voit une ovni avec des hublots, puis il semble y avoir des formes humanoïdes. Donc là, je pense aux humanoïdes de Jean Ferguson. Donc, Jean Ferguson est un Québécois qui a écrit sur toute la morphologie de ce qu'on avait vu au cours des années 70 dans ce qu'on appelle les extraterrestres, les humanoïdes de Jean Ferguson. Donc, un type très intéressant qui a fait un excellent travail, qui est décédé maintenant, il y a très peu de temps. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait un travail de valeur. Mais les cas de troisième type sont intéressants puis parlent beaucoup. Les cas de troisième type, c'est qu'aux États-Unis, on va beaucoup retrouver des individus chromés, high-tech, élancés, ou alors peut-être ce qu'on appelle des petits gris, des espèces de petites créatures avec de grands yeux. Des grosses têtes. Des grosses têtes, et qui sont petits. Et ce qui est intéressant, c'est de rencontrer des amis qui, personnellement, en ont vu et qui me racontent leur histoire. Là, on est à la fin des années 70, donc 75, 76, 77, 78, où j'ai un ami qui, je sais que ce n'est pas des histoires, là, a vu ça. Parce que les documents, elle était dessinatrice, je ne vais pas la nommer, elle était dessinatrice, et j'ai amené les dessins à Don Dunderry, qui était doyen de McGill, du département de psychologie, et je lui ai dit, un problème, M. Dunderry, c'est que je ne crois pas, j'y crois pas parce qu'elle me dit qu'elle en revoit souvent. Donc, quelqu'un qui voit des ovnis peut en revoir. Ça, c'est un autre phénomène étrange qui relève du phénomène ovni. C'est pas par hasard toujours que l'on voit un ovni. Il y a des gens qui ont tendance à en revoir, comme s'ils étaient contactés. Je lance le mot, contactés. Et finalement, Don Dunderry me dit non, d'après les dessins ce que j'ai en main, c'est tout à fait vrai. Et c'est exactement là qu'on voit les lumières, à tel endroit, et ici, je crois à cette personne-là. Et c'était Don Dunderry qui m'a totalement surpris, étonné, un petit peu avant que je l'amène à l'émission de CKMF, parce que moi, je croyais que ça se pouvait pas de revoir des ovnis ou d'être comme en contact avec des ovnis. Donc, là, il faut se demander une chose. C'est-tu des civilisations extrêmement avancées qui sont en contact avec nous, ou est-ce que ce sont nos propres projections inconscientes? Et ça, c'est 2 écoles. L'école des projections inconscientes, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui la connaît. Elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas d'individus qui vont venir sauver le monde. Et en ce moment, il y a vraiment des écoles de pensée. Il y a vraiment des croyances, je dirais presque religieuses et presque malsaines, de prendre une position en faveur nécessairement que c'est extraterrestre. Parce que l'idée qui est cachée en arrière de ça, c'est toujours de penser que ces êtres-là nous veulent du bien et qu'ils vont venir nous sauver.
Et ça serait quoi leur intérêt de toute façon? Personne ne le dit. Pourquoi voudraient-ils nous sauver? Stephen Hawking a dit dernièrement qu'il n'est pas bon d'envoyer la sonde Voyager avec un message, excusez-moi, d'où nous habitons, parce que si nous pouvions rencontrer... S'ils savent où on reste, on est peut-être en trouble. on est probablement de la viande. Oui. Ouais. Alors, Stephen Hawking est mal à l'aise. Mais c'est une autre façon de le voir aussi. Par rapport d'envoyer une sonde disant où on est, nos molécules d'ADN, puis on chante là-dessus, tout ce que vous voulez, avec un disque en or. Il y a eu plusieurs films qui montraient que c'était peut-être pas toujours bénéfique de vouloir les avoir avec nous. C'est-à-dire qu'il y a une certaine pensée dans le monde scientifique qui dit, ces gens qui rentrent en contact avec nous, là, s'ils ont 40 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années en avance sur nous, on est du steak. C'est-à-dire qu'il est possible... que nos ressources les intéressent. Que nos ressources les intéressent. Il est possible qu'ils influencent totalement notre manière de penser. Oui. Jusque-là. On est habitué à être la suprématie sur Terre. Nous pensons peut-être que nous pensons de nous-mêmes, mais peut-être que nous sommes pensés. Expliquez-nous ça, monsieur. Ce que je veux dire, c'est que si une civilisation a 40, 50, 70 000 ans, c'est pas une surprise. Je peux vous dire que les scientifiques en parlent entre eux. Oui. Il faut regarder des gens sur YouTube comme Michio Kaku. Michio Kaku disait, on est là avec des radiotélescopes, on est en train d'essayer d'entrer en contact avec des extraterrestres, mais on est peut-être au beau milieu d'une conversation puis d'une conférence intergalactique. Et ces gens-là ne fonctionnent pas avec des ondes radio. Maintenant, Michio Kaku est un des plus grands savants au monde. C'est le Einstein des temps modernes. Et c'est pour vous dire que si nous avons affaire à une civilisation qui est le moins... regardez les années 40, regardez notre technologie d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir, pas grand-chose à voir. Et ce n'est que 40 ans. Et ce n'est que 40-50 ans. Oui. Maintenant, imaginez-vous une civilisation qui aurait 40 000 ans, 50 000 ans, 1 million d'années en avance sur nous. Mais avec toutes les erreurs qui ne répètent pas que nous répétons régulièrement encore. Oui. J'aimerais penser que nous sommes peut-être plus les créateurs de ce phénomène-là. Parce que si nous ne sommes pas les créateurs de ce phénomène-là, M. Saunier, on est beaucoup plus créé, on est beaucoup plus influencé qu'on le pense. Ça veut dire qu'il est possible que l'homme sur Terre ne soit qu'une expérience. Ne soit qu'une expérience et ne possède aucun libre arbitre. Ne possède aucun libre arbitre, sauf l'illusion de son libre arbitre. Et ça, c'est pas impossible. On ne peut pas dire non à ça. C'est la suite de cette école de pensée. C'est un peu une forme de soumission. Ça me fait un peu peur. Ce n'est pas de la soumission, parce que pour être soumis, il faut être conscient de sa soumission. Moi, je parle de civilisations qui auraient la capacité de nous influencer jusque-là. Il y a des gens qui ont été probablement contactés. Il y a des gens qui ont subi une influence. Moi, j'ai eu juste une petite expérience de télépathie. Mais déjà, à partir de mon enfance, il y a déjà des petits phénomènes étranges, n'est-ce pas? Où je vois très jeune enfant. Les ovnis ont toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Et je m'intéresse au phénomène déjà aux États-Unis. Quand je vais en voyage avec mes parents, on observe, nous tous, ce petit phénomène étrange qui est toujours dans le ciel. Et on voit comme une espèce d'étoile qui est une boule, en fait, à peu près toujours de la grosseur de Jupiter, et qui s'arrête d'un seul coup. Donc, ça fait partie de mon enfance. Mais dans mon enfance, je ne peux pas dire « j'ai vraiment vu un ovni », parce que on se souvient bien de ce qu'on pense se souvenir. On ne possède pas de certitude. Mais toujours est-il que lorsqu'on commence à l'expérimenter, donc en 1992, là, je me dis, il y a comme quelque chose, n'est-ce pas? Donc, on découvre des exoplanètes à tous les jours. On découvre, pas à tous les jours, mais en tout cas, à l'intérieur d'un mois, on en découvre. Et on découvre des planètes qui pourraient avoir de la vie. Est-ce que ça se pourrait que la société humaine se crée un phénomène ovni pour combler
le rêve de son évolution future? C'est ce que pensait Carl Gustav Jung lorsqu'il a écrit Mythe moderne en 1961. Mais en 1961, on disait qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, alors qu'on en trouve. On pensait qu'il n'y avait pas vraiment nécessairement eu d'eau sur Mars. C'était vraiment une grande théorie, tout ça. Maintenant, on sait que ce n'est plus une théorie. Donc, ça veut dire que la possibilité de planètes habitées est très omniprésente. Pour ne pas dire omniprésente. C'est pas tellement le phénomène ovni qui m'inquiète, c'est ce qu'on va faire avec. J'espère simplement que ça ne deviendra pas une autre religion. Et je crois que nous devons être assez puissants, ce sont des êtres extrêmement évolués qui nous visitent, d'être capables d'avoir une conversation télépathique d'égal à égal avec ces êtres-là. Mais si on peut les conceptualiser, peut-être parce qu'on est capable d'avoir cette conversation-là, si on est capable de savoir, de conceptualiser, qu'il soit très avancé, si on est capable de le reconnaître, c'est peut-être parce qu'on est capable d'en discuter, de rentrer en contact aussi avec cette évolution. Quel contact? Pour le moment, c'est totalement le silence. Non, mais le contact du fantasme d'être meilleur, d'être plus avancé comme humain, le contact de la vie éternelle, le contact de penser qu'on peut être beaucoup plus mobile dans l'univers, qu'on pourrait avoir un savoir beaucoup plus avancé sur qu'est-ce que c'est l'univers, l'infini. Est-ce qu'on a des limites aujourd'hui sur ces connaissances? Nous allons être obligés, dans le domaine de la parapsychologie, de remettre tout en question. Oui. Puis ce que j'aime dans le domaine de la parapsychologie ou de la métaphysique, particulièrement de la parapsychologie et de la métaphysique, c'est que si on remet tout en question, il va falloir remettre aussi en question le phénomène ovni. Parce que le phénomène ovni, c'est pas quelque chose qui vient nécessairement d'une autre planète. Il y a une autre école de pensée aussi. Est-ce que ce sont des créatures qui viennent d'un plan extradimensionnel? Maintenant, jusqu'où pouvons-nous, nous, en tant qu'êtres humains, conceptualiser, c'est-à-dire plus que ça, créer le réel? Est-ce que l'être humain, et ça, c'est une école de pensée que j'aime beaucoup, est-ce que nous créons le phénomène ovni parce que nous en avons besoin pour nous rassurer? Est-ce que ça vient remplacer Dieu? Ce n'est pas juste moi, c'est aussi Carl Gustav Jung. D'accord? C'est l'école jungienne. Moi, j'aime beaucoup dans ce sens-là parce que, et c'est là que c'est curieux, c'est le parapsychologue que j'ai beaucoup aimé, Louis Bélanger, qui travaillait au département de psychologie de l'Université de Montréal. C'est pas tellement les fantômes qui m'impressionnent, mais leurs habits. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le phénomène ovni n'est pas tellement différent du phénomène des apparitions de fantômes. C'est un phénomène sporadique, il apparaît, parfois ça laisse des traces et ça disparaît. Ça ne dit pas et ça n'enseigne pas à l'homme quoi que ce soit, en tout cas pas par des méthodes que l'on connaît. Donc ça apparaît, ça disparaît. Et il y a certains écrivains québécois qui vont pousser le phénomène jusqu'à des enlèvements, par exemple, d'extraterrestres qui vont se faire à partir de la chambre où couche un individu. Ça va très loin. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui vont dans des écoles de pensée ou qui ont une vision des choses extrêmement étonnantes. Mais la chose que je peux dire, c'est je demeure à quelque part un individu qui aime étudier le phénomène une étape à la fois. Ouais. Bon. Et pour moi, j'ai tendance à penser que le phénomène ovni ressemble beaucoup à notre créativité psychologique. On en a besoin. Nous n'avons plus Dieu. Et si vous voulez mon opinion, Dieu s'effondre partout dans le monde. Et si nous assistons, je vais jusque-là, et si nous assistons présentement peut-être au fondamentalisme islamiste, c'est qu'il s'effondre. Et que même l'islam, et même cette religion, est en train de s'effondrer. Et c'est la raison pour laquelle il y a autant de réactions et de résistance. Parce que justement, face à l'Internet, face à la nouvelle pensée, tout est en train de s'effondrer et nous assistons tranquillement à la naissance d'un homme nouveau, avec un nouveau regard sur l'univers qui va être obligé de se dire, il y a un univers, parce que je suis là pour l'observer,
et que les choses existent parce que j'en suis l'observateur. Jusqu'où les choses peuvent-elles exister sans mon existence? Jusqu'où être crée-t-il le monde, le construit, le constitue? Et si la synchronicité est le résultat de nos pensées, pourquoi les ovnis ne seraient pas le résultat d'un inconscient collectif désireux de se créer un Dieu plus moderne? Ou une vie éternelle. Pas une vie éternelle. Ce qu'on souhaite à travers Dieu, c'est une vie éternelle. Et certains individus l'avaient très bien compris. Certains individus sectaires l'avaient très bien compris parce qu'ils avaient dit que les Elohim allaient faire de nous des êtres éternels. C'est-à-dire qu'on ne devient pas éternel à partir de soi-même. On attend justement cette éternité à partir d'un Dieu. Et étant donné qu'on ne croit plus dans la forme de Dieu, maintenant, cette éternité-là, on l'a poussée au rang de l'attente de ce que les extraterrestres peuvent nous apporter. Mais vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on écoute des grands scientifiques qui étudient les phénomènes de la nature... la théorie des cordes. Oui, ça, là, et de la nature et de l'environnement, où ces grands scientifiques-là prédisent de façon très solide et très froide que dans 50 000 ans, dans 100 000 ans, l'homme n'existerait plus sur Terre, puisque la Terre ne pourrait plus habiter l'homme dans les conditions de détérioration. Quand on entend ça, ça fait peur si on aime la vie, parce que même si on sait qu'on ne sera pas individuellement vivant parce qu'on meurt tous, ça nous fait quand même peur de penser que... on fait tout ça, on construit, mais que peut-être dans des milliers d'années, l'humain n'existera plus sur la Terre puisque la Terre ne pourrait plus faire vivre l'homme. Est-ce que ça se pourrait que, sur la base de ce que j'ai expliqué, est-ce que ça se pourrait que le phénomène OVNI donne espoir que peut-être, et le phénomène aussi de ce qu'on appelle la science-fiction, où il y a des navettes, des centres spatiales. Je vais répondre Vous voulez y aller? à votre question parce qu'elle est très, très intéressante. Oui. Est-ce qu'il se pourrait? Il se pourrait que tout soit possible. Et je ne crois pas que l'être humain va être immortel. Comment je pourrais dire? Je ne pense pas que ça va prendre beaucoup de temps, ça. C'est-à-dire, même avec la science contemporaine qu'on connaît, là, moi, je pense que dans environ 2 siècles, l'être humain va être immortel. C'est-à-dire qu'on va avoir, nous, une science là, assez développée pour dire c'est terminé. On peut passer à autre chose. On peut penser... Là, dans les prochaines années, on va mettre des médicaments au point qui vont être absolument extraordinaires. On a commencé. Mais je pense que dans 50 ans, 60 ans, 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, je pense que ça va être réglé, ça, l'histoire de l'immortalité. Par exemple, des médicaments qui empêcheraient de vieillir et empêcheraient d'être malade. Les fameuses cellules souches. Mais ça, oui. je vais en parler dans une autre émission. D'accord. Mais on attend... Ce que j'aime pas, c'est qu'on fait le transfert des possibilités du divin dans le phénomène OVNI. Et qu'on pense que ce phénomène OVNI, ces gens avec une très haute technologie ne veulent nécessairement du bien et que c'est nécessairement des extraterrestres, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Vous savez, une des raisons pour laquelle on découvre des exoplanètes, c'est parce qu'on est prêt. Et on découvre les choses quand on est prêt. Et si vous pensez que c'est le produit de la science, vous faites une très grave erreur. Parce que le produit de la science ne va pas plus loin que l'interprétation du monde. La science, c'est un outil que nous nous donnons pour nous permettre de découvrir ce que nous savons déjà à l'intérieur de nous. Nikola Tesla, qui a été l'inventeur de la radio, qui s'est fait prendre son idée par Marconi. Marconi lui avait volé cette invention-là dans le but de parler à sa mère décédée. Et c'était la seule intention de Marconi. Donc, la vie éternelle est extrêmement convoitée à l'intérieur de ce que l'on sait
à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas faits pour mourir. On n'est d'ailleurs probablement même pas fait pour vieillir. Et à quelque part, je crois que on recherche un absolu qui est normal. Parce que pour moi, même si vieillir, ça nous apprend de voir que c'est précieux la vie, que c'est précieux la beauté, la jeunesse. Parce que si nous étions tous éternels, on ne pourrait pas voir la beauté du monde. Il en demeure pas moins, est-ce vraiment souhaitable? Moi, je trouve que mourir, vieillir, c'est une calamité. Et à vrai dire, même si ça nous apprend beaucoup de choses, vieillir en beauté, honnêtement, ça ne me console pas. Pour moi, mourir est une catastrophe. Ça doit s'arrêter. On n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour acquérir énormément de sagesse, de connaissances, et subitement que ça s'arrête. Nous devons comprendre tous les mystères. Nous devons comprendre l'infini. Nous devons comprendre l'invisible et le rendre visible. Et ça, c'est le but de la conscience de l'homme sur Terre. Monsieur Pinard, croyez-le ou non, il reste 1 minute et demie à peine. Je ne vous crois pas. Moi, ce que je retiens et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous nous amenez sur la piste que la solution est souvent en nous et en général tout le temps en nous. Et lorsque on parle de consultation avec vous, vous aidez les gens à identifier les réponses qui sont déjà en eux, par de la voyance, par exemple, lors de consultations privées, ou vous faites aussi des conférences pour parler de métaphysique. Je vous remercie beaucoup, M. Saunier, de me comprendre. Parce que vous êtes le premier animateur qui réussit ce tour de force-là. Je vous remercie. Ça va me faire plaisir d'accueillir les gens en consultation. Ça me fait plaisir de donner des conférences. Et ça me fait plaisir aussi de rencontrer des gens à la hauteur, de comprendre très bien les explications que je viens de donner. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui comprennent aussi bien que ce que j'ai pu comprendre parce que l'explication était très claire. Je vous remercie beaucoup. Ils vont garder leurs écoles de pensée pareil. Absolument. Monsieur Pinard, donnez au moins votre site web et le numéro de téléphone où on peut vous contacter. Les contacts avec les extraterrestres. Je préfère les contacts avec des terrestres extraordinaires. C'est le 514-254-5919 et mon site web www.normandpinard.com. D'accord. Merci beaucoup, M. Pinard. C'est moi qui vous remercie, M. À la prochaine. Saunier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. À la prochaine émission.